prends 15 pubs, 3 mails, 15 messages LinkedIn, etc. Quand tout est vide de valeur, c'est l'enfer et tu les détestes très, très vite. Tandis que quand on te touche à plusieurs endroits, mais chaque fois avec de la valeur un peu différente, et que tu apprends chaque fois quelque chose, quand tu vois un post, quand tu vois une pub, quand tu lis un message, la transition et le message passe beaucoup mieux, quoi. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Moi, je m'appelle Martin Duric. Je suis grosse depuis. Parfois, il y a gros hacker, grosse marketeur. Maintenant, en plus, il y a les grosses engineers, les sales hackers. Il y en a à toutes les sauces. Donc, moi, maintenant, je me présente plutôt comme grosse marketeur, sachant que j'utilise parfois un peu dans le même sens le gros hacker et grosse marketeur. Je sais qu'il y a des petites différences, machin. C'est vrai que je ne rentre pas tout le temps dans le détail. Moi, je me présente plutôt comme grosse marketeur. Donc, je fais ça depuis pratiquement 4 ans maintenant. J'ai commencé dans une boîte qui s'appelle Ubooks, une startup qui s'appelle Ubooks, où c'était très drôle parce que du coup, moi, je sortais d'école de commerce. On m'a dit, et j'ai vu le poste de gros hacker, je savais pas trop ce que c'était. J'ai postulé, je suis arrivé dans la boîte. J'ai dit, par contre, gros hacker, trop bien, mais je sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit, bah nous non plus. Donc, voilà, alors, essayons de trouver ensemble. Donc, ça a été super bien. J'ai découvert tout l'écosystème, tout ce que c'est le gros hacking. Je l'ai découvert un peu comme ça sur le tas. C'était hyper intéressant. Et après, j'ai été 2 ans dans une boîte qui s'appelle Sohan, qui est sur du paiement d'entreprise, une startup qui s'appelle Sohan, où voilà, je m'occupais là de toute la partie grosse et aussi marketing. Parce que au début d'une startup, tu t'occupes un peu de tout, tu as plein de casquettes. Et depuis 1 an maintenant, je suis passé en freelance, en indépendant en tant que grosse marketeur. Et notamment, et on va avoir, je pense, l'occasion d'en reparler, je travaille en partenariat avec, enfin, comme un advisor chez Scalesia. Donc, Scalesia, qui est une grosse agence de grosses en France et qui a lancé un système d'advisor où, en gros, ils ont des grosses à qui, en fait, c'est une sorte de partenariat ou de truc à trois où il y a le client Scalesia qui fait office de facilitateur, qui trouve le client, qui vient aussi apporter ses conseils, sa vision, son framework et sa manière de fonctionner, et un indépendant, en gros, qui va accompagner le client au jour le jour, on va dire, enfin, chaque semaine plutôt, pour l'aider à développer sa stratégie. Donc voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui et quel a été le petit parcours grosse. Et à côté de ça, donc on en parlait tout à l'heure, même si c'est pas du coup totalement dans le thème, moi j'ai lancé un podcast qui s'appelle Chef de bande, qui est un podcast d'interview autour des thématiques du leadership et du management. Donc pendant 1 heure, à peu près un peu comme toi en fait, pendant 1 heure, je discute avec des CEO startups, des directeurs de multinationales, des directeurs d'associations, etc., pour parler de comment ils sont arrivés là où ils sont en termes de parcours et tout ce qu'ils emploient au quotidien pour manager, mener leur équipe, pour faire entendre leur vision, pour voilà, motiver leurs troupes, etc., etc. Donc, c'est un projet un peu à part, mais parce que justement chez Swan, en parallèle du gros, j'ai commencé à faire un peu de management. J'avais une petite équipe à manager. Du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions là-dessus. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'on était plein à se poser ce genre de questions. Donc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'en faire un podcast et de partager avec les gens ce que j'apprenais moi au fil du temps. Ok, super, c'est très clair. Pour faire le lien entre ton podcast et ton activité de growth, Ouais. est-ce que ton podcast, il s'inscrit dans une stratégie growth de ton activité freelance en réalité? Alors, c'est une bonne question. Au début, non. Et en fait, très vite, oui. Au début, je l'ai vraiment fait en me disant, OK, moi, j'ai des questions sur le management, sur le leadership. Je veux en savoir plus. Je vais aller parler à des gens qui sont bien plus expérimentés que moi. En parlant autour de moi, tout le monde me dit, ah ouais, tu as parlé à ce gars-là de management, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai ce genre de problématique. Je me suis dit, bon, bah, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire un podcast, comme ça les gens pourront apprendre les mêmes choses que moi, entre guillemets. Et en plus de ça, ça me donnera accès, le micro, bah, tu dois le voir aussi, toi, dans le quotidien, le micro, ça donne des accès que tu n'aurais jamais eu autrement. Et d'un coup, tu as une personne, tu as des personnes que tu pensais inatteignables, 1 heure avec toi, juste à te raconter leur truc. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, à la base, pas vraiment. Puis en fait, je me suis dit, bah, c'est vrai que le podcast, la création du podcast, ça donne de la visibilité, ça donne une certaine notoriété. Il y a aussi tout un travail derrière où il faut le développer, aller chercher des écoutes, aller chercher des invités, etc. Donc, ça peut aussi être, c'est une création de contenu. Et il y a beaucoup de stratégies growth
il y a beaucoup de boîtes qui viennent me voir pour justement développer une stratégie maligne avec le contenu. Donc, tu vois, de tout ce qui va être inbound et voir qu'il y a ce podcast qui existe, qu'il y a déjà une certaine expertise là-dedans, ça les rassure et ça me crédibilise, on va dire. Donc, le podcast est venu comme ça servir d'accélérateur de crédibilité, on va dire, auprès de futurs clients. Là, je parlais avec beaucoup de boîtes récemment. Ça a été un élément différenciant impressionnant. On ne se rend pas compte à quel point lancer un projet, quel qu'il soit, ça fait déjà une grande différence auprès des gens parce que le projet marche ou pas, le simple fait d'avoir lancé le projet, en fait, ça, je sais pas, pour les gens, ça démontre quelque chose ou ça permet de se différencier et du coup, ça donne beaucoup plus de valeur au profil beaucoup plus rapidement. Donc, c'est plus là-dedans que le podcast a aidé. Donc pour toi, le podcast, c'est vraie preuve sociale. Vraie preuve sociale, énorme preuve sociale et notoriété. C'est-à-dire, on est beaucoup sur le marché du growth, comme sur tous les marchés, en fait, finalement. Euh, on est beaucoup et en fait, moi, il y a plein de clients qui me trouvent d'abord parce qu'ils m'entendent par exemple dans le podcast, puis et dans lequel je ne fais pas forcément la promo de mon activité. Et puis ils regardent ce que je fais, ils disent ah bah c'est un gros, ah bah ça m'intéresse parce que j'en ai justement besoin, et ils viennent me contacter. Ou pareil, des invités. Il y a des invités avec qui ça fit bien, on parle pendant 1 heure et à la fin ils font donc toi tu fais ça, ah grosse, ah bah ça tombe super bien, j'ai une problématique, est-ce qu'on pourrait se reparler professionnellement? On va dire. Ouais, donc en plus de la preuve sociale, il y a quand même un peu d'acquisition. Ouais, il y a de l'acquisition, avec les invités et avec les auditeurs aussi parfois qui viennent directement grâce à ça. Du coup, ta première rencontre avec le Growth Hacking, c'est chez YouBook. Ouais, Vous l'avez c'est découvert totalement ensemble, en chez fait. exactement, c'est totalement chez eBooks et ça, c'était vraiment génial, parce qu'ils avaient vraiment cette mentalité-là on a bien compris que c'était important. On a aussi bien compris qu'on n'était pas équipé pour le moment pour le faire. Enfin, on n'a pas vraiment les connaissances. Bah, vas-y, on te donne tous les moyens possibles et imaginables. On essaie vraiment de te soutenir dans cette découverte-là, mais c'est toi qui est un peu en mode explorateur de ce que c'est le gros hacking et de nous aider là-dessus. Donc, ça a été génial et ça, pour le coup, ça a été une super manière de découvrir le domaine. Et parce que du coup, vu que tu découvres un truc et qu'il n'y a personne en interne, tu n'as pas ce côté un peu ok, bah, je vais juste copier ce que fait le gros hacker senior, tu vois. Et ben, du coup, tu te retrouves à parler à plein de monde, à lire plein de choses, à découvrir énormément de choses par toi-même pour essayer d'en ramener des briques ensuite au sein de la boîte. Donc, ça, c'était vraiment génial. C'est une super découverte. Si je prends ton premier post sur LinkedIn chez YouBook, donc c'était Growth Hacker, et maintenant tu te présentes comme Growth Marketer, tu m'en as parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu as changé la manière de t'appeler? Alors déjà, ça va paraître bête, mais gros hacker, il y a beaucoup de monde qui ne sait vraiment pas du tout ce que c'est, qui n'a pas la moindre idée d'où ça s'inscrit dans une boîte, quoi. Grosse marketeur, ça te donne des indices. Tu te dis, ok, marketeur, le mec doit être plus ou moins dans le marketing, c'est intéressant. Et donc ça a été un des choix. Et en plus, il y avait des choses, tu vois, on parle beaucoup selon les courants de pensée et les gros hackers, gros marketeurs, il y en a qui disent ah, c'est vraiment un truc très différent et il y en a qui disent juste c'est le marketing 2.0, c'est le nouveau marketing, c'est une nouvelle manière de faire du marketing, beaucoup plus héroïste, beaucoup plus scientifique, plus touche à tout, etc. On arrête un peu le côté, on fait une grande campagne dans le métro pour 50 000 euros et Inch'Allah, ça marchera, tu vois. Et on est beaucoup plus dans du précis, de l'itératif, du malin, etc. Et donc, je trouve que c'est pas mal de garder cette notion de. On a quand même un socle marketing, tu vois. On va intervenir à peu près à ce niveau-là, tu vois. On n'est pas. Par exemple, je te disais, j'en parlais hier. J'ai fait une intervention auprès de la Rocket School, euh, auprès de BizDev, de futurs BizDev, pour leur parler un peu du gros hacking. Et en même temps, on a parlé aussi de ce nouveau poste qui est un peu sales hacker. On en voit de plus en plus, où tu es entre un bizdev et un gros hacker. Tu commences à choper certains processus en automation, un certain mindset aussi que tu as dans le gros hacker. Donc, ce fait d'avoir ce côté, tu peux faire du gros hacking entre guillemets en sales, tu peux en faire en marketing, tu vois, c'est un peu ce mindset-là. Donc, je voulais repréciser un peu quand je me présente en tant que gros marketeur que j'interviens, je ne suis pas un sales, j'interviens un peu au même endroit que le marketing, quoi. Ça se joue beaucoup dans le marketing. Et après, il y a d'autres métiers au sein de la boîte, notamment les sales, qui font qui gèrent une autre partie du funnel, qui font une autre partie du travail. Ok.
Super, merci. Dans ton profil LinkedIn, Ouais, tu as détaillé ton expertise. ouais. J'ai adoré la manière dont tu l'as présenté et segmenté. C'est ultra clair. Ok, bah, génial, merci. Et du coup, j'avais des questions à te poser à chaque ligne, en fait. Ok. Ta première ligne, c'est la création d'une stratégie d'acquisition client complète, de la découverte à l'achat. Mhm. Est-ce que tu as une méthode? Une méthode pour créer toute une stratégie? Une méthode, ouais, pour créer une stratégie et pour amener du coup une marque, ou en tout cas le prospect d'une marque, de la découverte de la marque jusqu'à l'achat. Est-ce que tu as une méthode commune à tous tes clients ou comment tu procèdes pour créer cette stratégie? Alors, ça va dépendre. Alors, il va y avoir un socle commun, évidemment. Ça va aussi dépendre du client, du secteur. Tu vois, je travaille avec des secteurs très différents. Par exemple, en ce moment, j'accompagne des gens dans le secteur de la formation, dans le secteur du BTP, dans des fintech, des trucs. Donc, c'est des secteurs très différents, avec des cibles assez différentes. Donc, où tu ne vas pas amener toujours la même chose de la même façon, parce qu'ils ne vont pas réagir au même truc. Mais par exemple, on le voit bien de plus en plus sur les questions du contenu. Par exemple, je te parlais un peu d'inbound tout à l'heure. Sur l'inbound qui devient primordial partout, il n'y a quasiment personne qui peut maintenant se passer de faire de l'inbound. Donc, notamment, on parlait voilà, de la découverte, si on prend un peu notre funnel, si on prend de la découverte, ça va être d'essayer de mettre en place ce genre de stratégie à forte valeur ajoutée, tu vois, de contenu à forte valeur ajoutée. Peu importe la manière, alors la manière peut changer, il y en a qui vont faire des articles, il y en a qui vont faire des podcasts, il y en a qui vont juste être actifs sur LinkedIn, etc. Mais comment tu fais? Moi, je suis un très grand partisan d'essayer d'apporter d'abord de la valeur en amont, de la valeur même gratuite. Je le vois encore et encore et encore. Toute la valeur que tu apportes en amont, c'est très rare qu'elle ne soit pas, entre guillemets, je ne vais pas dire remboursée, mais Récompenser? ouais, voilà, récompensée, merci. Donc, j'essaie toujours d'avoir cette optique-là parce que notamment dans les boîtes, tu vois, qui sont dans des optiques de découverte, qui ont besoin de notoriété, etc. Un des meilleurs trucs, et on le voit de plus en plus, on parlait toutes des agences de grosses, par exemple, on parlait de Scalesia, on peut parler de Germinal, etc., ce qu'ils font notamment sur LinkedIn. Toute cette optique de on apporte de la valeur, on se positionne en expert, on se crédibilise, ça va te faire gagner en autorité bien plus vite, à mon sens, et bien plus facilement que juste, je sais pas, tabasser à coup de cold email jusqu'à ce que quelqu'un, ça lui rentre dans la tête que ta solution, elle sait faire X et Y. Tu vois. Donc, il y a toujours un peu cet aspect-là de on donne d'abord, vous verrez, on nous récompensera ensuite, entre guillemets. Donc, et ça, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, heureusement, c'est beaucoup moins compliqué aujourd'hui qu'il y a même un an. Tu vois, je sens bien qu'il y a eu ce shift-là, où les gens sont conscients que création de contenu, création de valeur, apporter de la valeur à leurs prospects, c'est vraiment de régler un problème et pas juste pousser ta solution. Euh, c'est primordial. Alors qu'il y a un an, on me disait attends, on va pas faire un e-book alors qu'on n'est pas sûr de ça. Enfin, tu vois, ça commence à rentrer dans les têtes que d'abord, il va falloir un peu donner avant de recevoir. Et à prouver aussi qu'on apporte quelque chose. Et je trouve ça beaucoup plus vertueux, en fait. Parce que on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de messages, tu vois, de newsletters, même commerciales, entre guillemets, ou de séquences email, même commerciales, quoi, que je prends plaisir à lire, parce que, même en tant que consommateur, parce que bah, y a beaucoup de valeur dedans. Donc, même que j'achète le produit ou pas derrière, que je sois même intéressé par le produit ou pas derrière, s'ils ont un petit peu bien qualifié et que je suis quand même vaguement dans la cible, je vais prendre plaisir à lire le message, je vais prendre plaisir à discuter avec le commercial sur LinkedIn ou à répondre aux messages automatiques que le gars m'envoie ou à lire les posts, etc. Il y a vraiment, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus vertueux parce que c'est des cycles de vente un peu plus positifs, on va dire, et pour nous, et pour l'entreprise, et du coup, nous, en tant que gros hackers, et pour le client et le consommateur final qui se fait pas juste tabasser d'un truc jusqu'à ce qu'il l'achète. Quoi. Donc voilà, il y a cette approche-là beaucoup en amont de valeur. Il y a évidemment tout un peu de qualification. Ça, c'est un truc selon le degré de maturité des clients, quoi, il peut y avoir ce sujet-là où ils sont en mode bah, viens, on tire à tout le monde, on verra bien. Alors que je passe un peu le temps à le répéter, je le disais encore hier au BizDev à la Rocket School, là, c'est la qualification, c'est pas le truc le plus passionnant au début. Ça peut être un peu chiant, tu vois, de faire ton enquête, d'aller parler à plein de gens, d'essayer de comprendre où ils traînent, etc. Mais ça te rend la vie tellement plus facile, ça rend tellement tout plus facile, aussi bien pour toi que pour l'entreprise, que pour le consommateur. Quand tu es bien aligné, quand tu as bien compris ce que tu vendais à qui,
pour créer ta valeur, etc. Derrière, c'est beaucoup plus facile. Pour gagner en notoriété, c'est beaucoup plus facile. Pour l'intéresser, c'est beaucoup plus facile. Lui faire des actions chez toi aussi et finalement le transformer en client, quoi. Donc, Donc, si il je y a un peu comprends ces bien, deux choix-là. étape 1, partir à la découverte du marché et des prospects, comprendre ce qui potentiellement peut les intéresser. Et une fois qu'on a mis le doigt sur un problème ou quelque chose qui peut les intéresser, leur apporter un maximum de valeur sur ça Ouais. Ouais, gratuitement. être vraiment dans une qualification effectivement assez poussée, si possible assez poussée, pour vraiment bien comprendre effectivement ta cible, tu sais, ton ICP, ton persona, enfin tous les classiques qu'on sort dans le marketing un peu à toutes les sauces. Et après, oui, effectivement, ne pas hésiter à apporter de la valeur un peu dans tous les. Il faudrait que presque toutes les communications apportent une certaine valeur, même si parfois c'est une ligne ou un conseil dans ton message LinkedIn qui vend ta solution ou quoi, mais qui est cette valeur-là, que tu te mettes vraiment, non pas dans la position de. En fait, je trouve que quand on a une position trop de vente, le gars, par réflexe, il va lever un peu les boucliers, tu vois, il va se protéger, il va prendre de la distance avec toi. Tandis que si tu rentres dans une discussion, un truc d'égal à égal en disant bah tiens, moi j'ai cette solution, mais peut-être que ça va pour toi, peut-être que ça va pas. Parlons de tes problèmes et on va voir si ma solution elle convient pour toi. Au fait, voilà ce que je peux t'apporter aussi en termes de valeur, etc. Ça crée tout de suite des relations beaucoup plus positives et plus vertueuses et ça rend la vente aussi plus facile, enfin le marketing, la vente, etc. beaucoup plus facile. Est-ce que tu aurais un exemple qui te vient à l'esprit d'un contenu que vous avez mis en place pour apporter de la valeur et qui a plu et qui a généré du lead derrière? Alors, je peux te donner souvent des e-books. Il y a des e-books qui ont été des e-books qui sont plutôt bien reçus, souvent, quand ils sont bien ciblés. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de penser qu'on est en train de faire ça avec une boîte où on a vraiment identifié qu'il y avait un besoin pour. Il y avait un besoin sur un sujet spécifique de sa clientèle, donc qui était sa clientèle, en gros, c'est des e-commerce et ils ont certains sujets spécifiques dans la création d'e-commerce, notamment les gens qui se lancent en e-commerce. Tu vois, donc dans la sélection de leur plateforme. Maintenant, c'est tellement un monde qui s'est développé, l'e-commerce, il y a plein de trucs et t'es vite noyé quand t'es un jeune e-commerçant. Et du coup, faire un peu un guide de A à Z, un peu un truc où on le prend par la main et on lui dit bah, ça c'est bien pour ça c'est bien pour ça, prends ci, prends ça. Ça a très bien marché. On a senti qu'il y avait un intérêt justement parce qu'on a pris l'information, on l'a condensée, on l'a nettoyée, entre guillemets, pour garder un peu le meilleur dans l'e-book. Et ça leur permet de ne pas être perdus. Et évidemment, dans l'e-book, on pousse aussi la solution qu'ils vendent parce qu'elle elle s'inscrit bien dans le reste du flow, on va dire. Et un gars qui se lance en e-commerce, il a besoin notamment d'une solution pareille. Et donc, on a vu que les résultats étaient plutôt positifs là-dessus. Ouais. Parce que justement, ils se disent, OK, bah, non seulement j'en ai besoin, et voilà, ils m'expliquent dans l'e-book pourquoi j'ai besoin de cette solution, mais en plus de ça, ils viennent de m'apporter 40 pages de valeur sur lesquelles ils n'avaient pas forcément besoin de faire. Ils m'ont fait gagner 2 semaines de travail, tu vois, ils m'ont rassuré, ils m'ont donné les meilleurs plans, etc. Donc évidemment, non seulement j'ai besoin de leur solution, mais en plus je leur fais confiance. Je vois bien que c'est des mecs bien, entre guillemets. Donc allons-y, quoi. Je prends. Ok, et donc dans l'étape d'après de ta description, tu parles de landing. Donc je suppose que pour collecter les leads du e-book, par exemple, tu as dû probablement créer un landing. Ouais. Ouais, Euh, création de landing assez classique. C'est vrai que tu commences à en faire beaucoup, particulièrement quand tu commences à faire un peu toutes ces stratégies growth, d'acquisition, machin. Tu fais souvent 1000 landings avec différentes propositions. Tu les testes, tu les A/B testes, etc. Donc, oui, je ne sais pas si c'était une question spécifique sur les landing pages ou sur la page de landing page. Du coup, tout simplement, quel outil tu utilises pour pouvoir faire, tu dis que tu fais 1000 landings, donc quel outil tu utilises pour pouvoir faire tes landings, tout simplement? Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé Unbounce. J'ai énormément utilisé Unbounce, qui est bien pour plein de sujets, qui est un peu cher par rapport à d'autres, mais qui est assez poussé. Donc, quand vous voulez faire une landing qui répond à certains critères très précis, c'est pas mal. Après, là, je sais que je me suis dit qu'il fallait que je teste Lendem, mais qu'il fallait que je les teste. Je ne sais plus, je l'ai perdu. Et aussi, j'ai parlé récemment avec un gros hacker qui me disait qu'il faisait maintenant toutes ces landings avec des outils plutôt de no-code, ce que j'ai trouvé assez intéressant.
J'ai pas encore trop creusé le no-code, très honnêtement. J'aimerais bien m'y mettre un peu plus. Il faut que je trouve le temps. Mais je sais qu'il y a peut-être une petite révolution. Enfin, une petite révolution. Il y a peut-être quelque chose qui peut changer à ce niveau-là. Parce que oui, je le vois de plus en plus utilisé pour les sites internet, le no-code, mais pour les landings, apparemment, c'est très facile aussi. Donc, c'est quelque chose que je veux creuser. Mais en termes d'expérience, moi, c'est plutôt Unbound que j'ai beaucoup utilisé. Et tu disais il y a des fonctionnalités que tu ne trouves pas forcément ailleurs sur Unbound. Tu as un exemple? Alors moi, ce que j'aime bien chez Unbound, c'est que ça permet vraiment un truc très précis. Par exemple, j'arrive plus à savoir lequel autre outil. J'avais testé un autre outil qui était bien, mais qui était vraiment qui était très template, tu vois. Donc il disait bah tu peux changer tel ou tel truc, tu peux bouger la photo, elle peut aller à droite, à gauche, au milieu, tu vois ce que je veux dire, de ton hero shot par exemple. Mais il n'y avait pas il y avait pas cette granularité, on va dire, quand tu voulais vraiment un truc très précis parce que je sais pas, tu voulais tester quelque chose, tu voulais modifier un petit truc, tu voulais mettre je sais pas un effet par exemple si tu veux en mettre. Bref, ce genre de choses, et je ne pouvais pas le faire, c'était vraiment très très templatisé. Et ça m'avait un peu frustré. Alors, je pense que c'est pas mal quand tu fais beaucoup de landing qui sont, par exemple, quand tu essaies juste de tester un certain wording, une certaine idée, un truc comme ça, où tu t'en fous en gros des détails. Mais là, moi, j'ai eu des cas où j'avais besoin de justement ce détail parce qu'on testait un petit truc ou parce qu'il fallait ajouter quelque chose de précis. Et Unbound, ça a été pratique pour ça. Mais Unbound, c'est assez cher, ça, faut pas se le cacher. Je crois que c'est 89 € par mois, un truc comme ça. Là où il y a plein d'outils maintenant qui sont à 20-30 balles par mois. Ok, ben moi j'utilise UMSO, du coup c'est le nouveau nom de Landen, ils se sont Ok, renaimés en bah, fait. je savais pas. Ok, je savais pas du tout ils avaient changé de nom. Tu vois, bah, typiquement, UMSO, du coup, pas la même. Je me suis dit qu'il fallait que je le teste. J'en ai parlé avec plusieurs gros hackers qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça pas mal du tout. Dont certains étaient passés de Unbound à UMSO et qui me disaient qu'ils s'en sortaient très bien. Donc, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est sur ma to-do list d'outils. Ben, en fait moi justement j'étais très frustré sur le fait que tu peux changer très peu de choses. Ouais, Tu peux changer très peu de choses. Donc moi, avant, dans ma logique, c'était je démarre une engine, cherche déjà, je passe un peu de temps pour chercher le template qui va aller bien, où je vois les blocs, j'essaie d'imaginer mm, déjà mes blocs. Et en fait, UMSO, ça m'a complètement chamboulé tout ça. Il y a ok. deux, trois exemples, c'est déjà tout prêt à l'avance et en fait, ça fait gagner un temps fou. Et du coup, je fais plus d'A/B testing qu'avant parce que du coup, je fais une landing simple et je vais me la dupliquer et je vais plus travailler de changer du coup les images et le wording parce Mhm. qu'avant, je passais beaucoup plus de temps sur la mise en page et je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est un bon point aussi. C'est qu'en fait, c'est tout le problème tout le problème d'avoir trop de choix, hein, c'est toujours pareil. Le fait de pouvoir tout faire sur Unbounce, c'est cool parce que tu peux tout faire, mais tu peux passer du coup trois plombes à faire le truc parfait. Et là où tu aurais peut-être eu plus intérêt à balancer 15 landings, tu vois, tu aurais pu tester 15 propositions différentes. Donc, c'est tout le problème et c'est toujours le problème aussi de tous nos outils un peu, où il y a des outils très balisés, mais qui du coup te demandent moins de décision, d'énergie mentale et des outils beaucoup plus libres où du coup tu peux faire plein de choses, mais tu as vite fait de te retrouver dans le perfectionniste de il faut que je fasse le truc parfait et tu t'en sors pas. Donc ça, c'est toujours, ça dépend des gens, ça dépend des mentalités. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça aussi que je voulais tester un truc comme ça pour comparer un peu les deux et voir lequel se colle le mieux à ma méthode de travail. OK. Et du coup, quelle est ta méthode pour être capable du coup de trouver les bonnes accroches, de trouver le bon wording sur parfois un business que tu connais pas ou Mhm. parfois un business où tu n'as jamais discuté avec les clients de ton client? Quelle est ta méthode pour trouver les bons mots? Alors moi au début, alors le premier truc c'est au début quand je bosse avec un client, je m'appuie beaucoup sur lui. On se rend bien compte, particulièrement quand tu fais du freelance, que les gens qui viennent te voir, c'est parce qu'ils ont un problème enfin, ils ont un problème. Ils ont une méconnaissance en market et en grosse. Ok, donc, ils ne savent pas trop faire ça. Par contre, souvent, ils sont très bons dans leur domaine, leurs produits, leur écosystème. Donc, si je parle avec, par exemple, les gens dans le BTP, ok, où j'y connais vraiment rien, euh, on va beaucoup parler et je vais leur faire confiance sur, en partie, les mots qu'on utilise, les verbatims, ce genre de choses. Enfin, tu vois, les éléments de langage. Ça va être la première étape au début, quand il faut aller vite, entre guillemets, et que je n'ai pas encore la connaissance. Ensuite, je vais prendre du temps pour essayer aussi une fois qu'on a un peu identifié les cibles, si je vois à quel point ils l'ont, ça dépend de à quel point leur ICP est clair ou quoi, mais essayer de trouver des endroits où je peux ne serait-ce que lire des choses sur ces gens-là ou de ces gens-là. Par exemple, on en parle parfois des forums, ce genre de choses, où tu vas voir que les gens discutent d'une certaine manière de leur métier. Et ça va t'aider parce que
as des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé. Je pense à un exemple tout con, mais récemment sur un cas de pharmacien. Ok, donc, sur les pharmaciens, on réfléchissait à comment. Enfin, c'était un cas où, en gros, je me suis rendu compte que les pharmaciens, ils appellent leur pharmacie une officine. Tu vois, et sauf que j'en avais aucune idée, j'en avais pas la moindre idée. Donc, c'est-à-dire que si tu vas voir un pharmacien et tu lui vends une landing en mode ah, ça va changer toute votre affaire ou tout votre commerce, etc., ça va beaucoup moins lui parler que ça va changer toute votre officine, enfin, la manière dont vous gérez votre officine. Tu vois, et ce genre de truc, tu le sais que quand tu vas traîner sur quand c'est des métiers à ordre, par exemple sur les sites des ordres, quand tu vas lire les blogs qu'ils lisent, quand tu vas voir les forums sur lesquels ils sont, etc. C'est ce genre de truc où tu vas dire ah ouais, en fait, bah, il y a tout ce. Parce que chaque métier a un langage. Le nôtre a commencé par le nôtre. Nous, on a un jargon, c'est terrible, un jargon pareil. Et du coup, faut pas perdre de vue ça et il faut pas hésiter à aller creuser un petit peu sur Internet les endroits où ils sont. Et après, quand tu peux, moi, quand je peux, j'aime bien essayer de parler à quelqu'un. Souvent plusieurs personnes, deux, trois personnes. Ne serait-ce que voilà, parle-moi de ton métier, raconte-moi un peu tel ou tel truc. J'essaie de poser des questions assez ouvertes. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, je le demande. Je dis bah, alors, c'est quoi ça? Pourquoi tu utilises ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, etc. Et j'essaie de m'en servir derrière. Et ça me sert à trouver le vocabulaire. Et après, par contre, pour rédiger mes wordings, en gros, moi, j'utilise des frameworks, souvent, de copywriting. J'en utilise deux parce que, alors, il y en a, pareil, il y en a énormément, il y en a tout le tour du ventre, des frameworks de copywriting. C'est comme des outils. Euh, un peu dans la même manière que ce que tu disais juste avant sur MSO, j'en ai choisi deux pour me limiter et justement pas essayer de chercher un nouveau framework à chaque fois. J'en ai trouvé deux qui marchent bien pour moi, c'est AIDA et c'est Pass. Les deux classiques. Hein. C'est deux classiques, mais qui m'aident vachement à gagner du temps dans la rédaction de mes copywriting, enfin dans mon copywriting, parce que je sais un peu où je vais, je sais un peu où je vais mettre mes éléments et j'ai plus qu'à construire. Entre guillemets. Donc, quand tu construis une landing, tu te mets vraiment en mode est-ce que je respecte bien AIDA? Pas tant toute la landing que parfois je le fais par bloc. En fait, ça dépend un peu de la landing, ça dépend ce qu'on vend. Mais parfois, je le fais par bloc. Par exemple, tu sais, quand tu as le cliché un peu de ta proposition de valeur, ton subtitle, ton hero shot, et après, tu pas. C'est le cas sur beaucoup de SaaS maintenant. Une image, un bloc de texte, une image, un bloc de texte qui mettent en avant les différents avantages ou les différents bénéfices, tu vois. Ça peut être directement dans le bloc. Dans le bloc, je vais me dire, tiens, ce bloc-là, même si c'est ceiling, hein, mais est-ce que je peux faire un pass, par exemple, dessus pour bien mettre en avant pourquoi ce bénéfice va être hyper important pour le gars qui lit, etc. Donc ça va plutôt être dans ces moments-là. Après, je pense que ça doit m'arriver de temps en temps de faire une landing avec, en me disant, OK, je fais un AIDA complet, tu vois, quand c'est une landing avec un peu moins de trucs différents, de piliers différents. Là, évidemment, tu peux éventuellement faire un AIDA, mais ça dépend. J'essaie de les adapter. Je ne les suis pas rigoureusement, mais j'essaie de les adapter aux problématiques que j'ai sur le moment quand je rédige ma landing. Et dans les e-books, les magnets, tu essayes aussi d'utiliser un framework copywriting ou pas? Beaucoup moins, pour être honnête. Beaucoup moins parce que là, je me concentre vraiment sur la lisibilité et la valeur que ça apporte. Donc, c'est presque, tu vois, tu écris. Alors, il y a des endroits, évidemment, par exemple, l'endroit, si jamais à un moment tu pousses un peu ton produit, etc., tu peux le mettre. Mais sinon, je me concentre vraiment sur le fait est-ce que c'est agréable à lire? Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que c'est clair? Tu vois, est-ce qu'on ne perd pas le lecteur? Est-ce que le gars qui arrive, qui ouvre la 8e page de l'ebook, il lit le chapitre qui l'intéresse sur, j'en sais, un tel ou tel sujet, est-ce qu'il est content de l'avoir lu? Est-ce qu'il a appris un truc derrière? C'est plus ça, parce que je me dis, s'il est content de l'avoir lu, s'il a appris un truc derrière, s'il se dit, OK, cet ebook, il a de la valeur, je vais passer du temps dessus, je vais continuer dessus. Bah, si cet ebook a de la valeur, c'est que les gens qui ont créé cet ebook ont de la valeur, donc potentiellement, je peux leur faire confiance sur leurs produits, sur leur expertise, etc. Ok. Tu parles aussi de campagne de cold mailing. Ouais, Tu t'y prends comment? Tu utilises quel outil? alors moi, j'utilise Lemlist, hein, comme beaucoup de monde. Yes. J'utilise Lemlist. J'avais testé un autre truc d'emailing. C'était un peu Woodpecker? pour les deux. Pardon? Woodpecker, non? Non, non, j'avais regardé ce qu'on pouvait faire avec Sendinblue à une époque. Ok. Sendinblue, c'est plus un client mail un peu moins spécifique que juste du cold email. Tu peux faire tes newsletters avec Sendinblue. J'avais trouvé Sendinblue pas mal d'ailleurs aussi, mais l'Emlist avec les degrés de personnalisation, le fait de pouvoir faire tes séquences, etc. Enfin, c'est pas pour rien que c'est devenu un peu un des grands outils d'emailing. C'est pas que parce qu'ils sont très très bons en marketing. Donc moi j'aime bien l'Emlist, ouais, effectivement. Donc en fait un peu même combat. Donc souvent des séquences, souvent essayer d'apporter de la valeur dans chaque email. Comment tu fais pour apporter de la valeur?
Pas hésiter aussi parfois à faire des emails où c'est que de la valeur, justement, dans tes séquences emails, tu vois. Quand tu as 3-4 mails d'affilée, tu peux te permettre d'en faire un ou deux où tu n'essaies pas de pousser ton produit, ce genre de choses. Et juste pour donner envie au gars de rouvrir ton prochain mail parce qu'il a appris un truc dans ce mail-là. Euh, ouais, donc voilà, donc plutôt l'emlist et encore une fois, et toujours un peu de valeur. Tu arriverais comme ça à me donner un exemple d'une séquence email, sans rentrer dans le détail du texte, email 1, ce que tu dirais, email 2 ou un exemple que tu as fait récemment? Waouh. Alors attends, séquence d'email, ça commence à faire quelques mois. Là. Je sais plus que c'était la dernière. Alors j'en ai une, c'est pas la dernière, mais j'en ai une qui vient sur un. C'était sur une histoire de paiement entreprise, ça remonte un petit peu. Paiement d'entreprise, et c'était en gros, je crois que c'était de tête, j'ai envie de te dire 4 ou 5 mails qui venaient suite à un téléchargement d'e-book, si je dis pas de bêtises. Donc tu télécharges un e-book sur une problématique de paiement. Qui t'aidait. Donc, pareil, dans l'e-book, beaucoup de trucs qui t'aidaient sur ce sujet-là. Je ne sais plus le sujet précis, mais sur ce sujet-là. Et en fait, dans ta séquence email, c'était un peu un point à chaque fois avec. Si tu avais téléchargé cet e-book, c'est que tu avais ce problème-là. Donc, par exemple, ce problème-là, on te le rappelle un peu dans ton mail 1. On te donne déjà un petit truc. On te dit qu'on va t'en donner plus, mais on te donne déjà un petit truc en disant bah, tiens, un quick win, tu vois. Tiens, bah, une manière facile, ça peut être de déjà faire ça. Et ça va déjà un peu limiter la casse. La semaine prochaine, on va un peu plus rentrer dans le détail de comment on pourrait faire, comment vous pouvez faire. Deuxième mail, tu rentres un peu plus dans le détail. Tu vois, tu donnes pourquoi pas un. Je sais plus si c'était dans le deuxième ou le troisième, mais un truc un peu plus presque un how-to, tu vois, en mode bah voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Si tu fais étape 1, étape 2, étape 3, ça va aider. Troisième mail, c'était bah, voilà, il y a ça aussi. Il faut aussi que tu connaisses cet aspect-là, parce que c'est bien de faire le truc qu'on t'a dit dans le mail 2, mais c'est aussi important de faire connaître cet aspect-là. Et je pense que le 4, ça devait être un truc, bah, sinon, donc on vient de faire tout ça, tu peux le faire. Encore une fois, on te donne cette valeur-là, et on veut que tu vois par toi-même ce que ça représente, ce que c'est, etc. Tu as bien vu que c'était aussi un peu galère. Bah, nous, on peut te permettre, on va t'aider à le faire de manière beaucoup plus automatique, beaucoup plus fluide, pas tellement t'emmerder là-dessus. Et en plus de ça, on fait ça, ça, ça et ça et ça, tu vois. Et c'était un peu ce truc-là de, on te prend d'abord par la main, on te montre vraiment ce que c'est, on te donne aussi les clés, parce qu'on a tellement confiance en notre produit qu'on te donne aussi les clés pour faire le truc sans nous, si tu as besoin, mais parce qu'on sait que c'est chronophage, on sait que c'est la galère, on sait que tu n'as pas envie de faire ça dans ta journée, mais on te le donne quand même parce que bah, on fait pas de la, justement, on n'essaie pas de flouter le truc ou de te dire que c'est plus difficile que ça n'est. Et puis après, on te dit, bah, sauf que voilà, maintenant tu connais la réalité du truc, est-ce que, mais tu sais que c'est une galère et que tu n'as pas envie de le faire, nous on peut le faire pour toi et en plus on peut faire tout ça, est-ce que ça t'intéresse, sachant qu'on est ceux qui viennent de te donner et de la valeur et de te guider un peu dans tout ce monde-là. Donc, tout de suite, tu viens avec une position d'expertise, d'expert et une certaine crédibilité, puisque tu es celui qui a fait découvrir ce monde-là à la personne. Et à la fin, tu dis, bon, bah, on te l'a fait découvrir, donc tu vois bien qu'on connaît, mais en plus, on le fait pour toi si tu veux. Et ça avait bien marché. Super. Euh, Tu parles aussi à la fin d'automation LinkedIn. Ouais, T'en fais ouais. encore? Ouais, j'en fais encore. J'en fais encore. Donc là, moi, mes grands trucs, c'est évidemment les grands outils, c'est le Sales Nav, le Phantom Buster et le Prospecting, enfin, qui change de nom, j'oublie à chaque fois le nouveau nom. Je passe mon Wallaxy. temps ouais, voilà, la Galaxy. Alors moi, je suis encore sur Prospecting, même si je sais qu'ils vont le tuer, je pense, prochainement. J'ai pas encore testé toute la Galaxy. Je sais que notamment leur couplage LinkedIn email est pas mal du tout. J'en ai entendu bien, mais je les ai pas encore testés suffisamment pour vraiment me dire que j'utilise au quotidien, quoi. J'ai juste un peu joué avec. Mais oui, donc enfin pas mal d'automation LinkedIn avec pareil une qualification assez poussée, on va dire, essayer d'être très précis. Je trouve que SalesNav est génial pour ça parce que tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Donc tu peux vraiment te faire, et avec Prospecting, le plugin et tout, c'est très pratique pour mettre tes contacts dedans. Tu peux vraiment te faire des campagnes très ciblées, même s'il n'y a parfois pas beaucoup de volume. Et après, moi, je trouve que Prospecting est super bien foutu avec les séquences que tu mets, l'automation derrière, le fait que tu peux récupérer la main quand un gars répond pour éviter que ça tire n'importe quoi à n'importe qui et que tu te fasses cramer, entre guillemets, comme quoi c'est un message automatique. Et puis en plus, leurs stats sont pratiques. Moi, ça me permet pas mal de faire des tests, les stats de message, avec ou sans message, les taux de réponse, etc., les taux d'acceptation, combien de temps il faut en fonction des profils, tout ça. Donc ça, je trouve que l'outil est vraiment bien. Et leur blog, d'ailleurs, est bien aussi. J'aime beaucoup le contenu qu'ils créent. Je trouve qu'il y a il y a plein de petits trucs intéressants à apprendre sur justement la manière de, 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 de contacter les prospects sur LinkedIn, quoi. Donc voilà.
Ouais, et ils ont aussi ils ont créé récemment un groupe Facebook qui s'appelle les Waéliens. Et c'est pas mal aussi. Ils publient tous les jours. Ah, je crois, ouais, je crois que je suis dessus. C'est l'ancien Slack, c'est ça? C'est le Slack qui a migré sur Je crois, le Slack oui. Alors moi, j'étais pas Facebook. sur le Slack, mais c'est pas mal. Du coup, ça fait office de support, plus Mm. de chips. C'est Ouais, Sophia de Walaxy, du coup, qui gère et ouais, voilà, c'est ça. c'est pas mal. C'est ça. Bah, j'étais sur le Slack effectivement à l'origine et ils ont migré sur Facebook récemment. Et c'est vrai que je les vois de temps en temps passer. Je suis un peu moins sur Facebook maintenant que sur Slack, mais oui, je les vois passer. C'est vrai que c'est du bon contenu, quoi. C'est cool ce qu'ils font. Tu as un exemple de campagne prospecting que tu as fait et qui a fonctionné? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Qu'est-ce qu'on a fait récemment? Bah tiens, pour un truc de formation, par exemple, un autre truc de formation où on a fait toute une campagne de. En gros, c'était essayer faire prendre conscience aux gens une certaine modification. Il y a des modifications légales qui arrivent dans le milieu de la formation qui vont Le t'obliger à faire des Calliope? choses. Pardon? Ouais, exactement, Calliope, exactement. Et sauf que du coup, on cherchait un peu à viser donc des formateurs indépendants qui vont être touchés pour leur pardon, aide publique. Les aides publiques qu'ils reçoivent, Parce ça qu'avant, va pour avoir changer. les aides, il fallait être Datadoc et maintenant, il faut être Calliope. Exactement. Exactement, Donc, il faut être vous, Calliope et c'est beaucoup plus poussé comme truc. Et du coup, j'accompagne un organisme de formation là-dessus qui t'aide à réussir ta certif Calliope. Et donc, on met en place tout un truc, toute une séquence qui va de. Et en fait, moi, j'aime beaucoup mélanger inbound et outbound sur LinkedIn. Je trouve que ça marche très, très bien. Et du coup, toute une séquence prospecting qui va ajouter les cibles donc là, où on a fait la qualification avant, sur les réseaux LinkedIn des gérants de la société, tu vois, pour ensuite les exposer et à du contenu en outbound par message en disant bah tiens, on a vu que tu étais ci, que tu étais ça. Il y a ces changements-là qui sont en train d'arriver. On a fait tel ou tel e-book là-dessus ou tel article là-dessus pour t'aider justement à t'accompagner dans ce changement, passer de Datadoc à Calliope, voir aussi ce que ça veut dire pour toi, si tu vas être touché, etc. Et à côté de ça, faire toute une stratégie d'inbound où on s'exprime sur ces sujets-là qui vont intéresser du coup qui vont intéresser ces gars-là qui sont datadockés mais pas encore sous Calliope, en publiant régulièrement sur le mur et dans le feed du coup des informations sur qu'est-ce que ça veut dire Calliope, comment s'y préparer, combien ça coûte, ce que c'est en audit, etc. Et donc c'est ce mélange de stratégie inbound et outbound sur LinkedIn. Moi je trouve que ça marche très bien. Vraiment, j'ai eu que des bons résultats, que des bons retours. Et on en revient encore une fois à cette idée de essayer d'apporter de la valeur, de multiplier les points de contact en apportant toujours de la valeur pour pas faire du harcèlement. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un commercial ou qu'une boîte qui te target de partout et tu prends 15 pubs, 3 mails, 15 messages LinkedIn, etc. Quand tout est vide de valeur, c'est l'enfer et tu les détestes très très vite. Tandis que quand on te touche à plusieurs endroits, mais chaque fois avec de la valeur un peu différente, et que tu apprends chaque fois quelque chose, quand tu vois un post, quand tu vois une pub, quand tu lis un message, la transition et le message passe beaucoup mieux, quoi. bah, Donc écoute, voilà. ouais, je suis vraiment dans cette optique et j'en profite pour glisser que mercredi, j'organise un webinaire très exactement sur ce que tu viens de dire. Donc, comment utiliser Génial. LinkedIn pour créer du contenu, apporter de la valeur et hacker tout ça avec l'automation, puisque Mm. la difficulté, c'est quelque chose que je trouve très frustrant quand on se lance. C'est, OK, tu veux faire du super contenu à forte valeur, c'est très long, ça demande beaucoup d'énergie, mais au début, tu n'es pas suivi. Et c'est très difficile d'accepter de faire du contenu comme ça alors que tu as 3 followers. Et du Mm. coup, bah, l'avantage sur LinkedIn, c'est que c'est assez vite de mettre en place, c'est assez facile et rapide de mettre en place une campagne d'automation pour être suivi par ton audience cible. Et du coup, tu n'as pas Mm. le sentiment que ton contenu, il est jeté à l'eau, quoi. Ouais, que t'en fasses un, clairement. Et puis, il ne faut pas hésiter. Je sais que parfois, ils ont un peu une mauvaise réputation, mais il ne faut pas hésiter parfois, surtout quand on commence, à utiliser les boosts d'engagement. Euh, des bouts d'engagement ciblés, et c'est aussi pour ça qu'ils ont une très mauvaise réputation. On parle des pods, hein. Ils ont une très mauvaise réputation parce qu'il y a eu une époque où les pods c'était tout et n'importe quoi. Tu sentais qu'il y avait des gars qui avaient 500 likes, mais des likes vraiment les plus claqués au sol possible et imaginables. Enfin, c'était vraiment le Far West. Maintenant, il y a des trucs beaucoup mieux avec vraiment des pods par intérêt commun, etc., où il n'y a que des gens finalement dans ta cible. Simplement, la seule différence, c'est que le post pourrait les intéresser. Simplement, ça va être un truc un peu automatique, mais ils vont quand même le voir derrière. Et il ne faut pas hésiter à faire ça au début, notamment,
pour justement aider LinkedIn à se rendre compte que ton contenu, il a quand même de la valeur. Et toi, justement, ça t'aide aussi à t'accrocher, à continuer. Parce que c'est vrai que quand tu as 2 likes et 12 vues sur un post que tu as mis un moment à écrire, c'est déprimant, tu n'as pas envie de recommencer, alors qu'on sait que la création de contenu, c'est aussi une question de, il faut être régulier, il faut continuer, il faut s'accrocher, et ça finit par payer, quoi. Ouais, clairement, le pod aide à deux choses. La première, c'est l'algorithme, malgré tout. euh, il va t'aider s'il voit que tu as des likes et des commentaires pendant la première Mm. heure. Et l'être humain aussi, bah, le premier De ouf. post, le premier commentaire, il est dur, il est difficile à mettre. Et Mm. c'est comme ça, je l'ai testé des dizaines et des dizaines de fois. Si tu as mis 10 faux commentaires, bah, les vrais commentaires, ils vont suivre. Et si tu n'en mets pas, bah, l'effort à faire pour le premier commentaire, il est plus dur. Ouais, ah, c'est vrai, c'est un bon point. Il y a ce biais humain aussi de bah, si un truc a l'air populaire, on a envie de participer on est plus à même de participer plutôt. Tandis que si vraiment on sent que c'est la galère, on n'a pas vraiment envie de s'associer à ça, entre guillemets. Et du coup, on laisse un peu courir. Donc non, c'est clair, il faut pas les diaboliser non plus. Il y a maintenant de très bons trucs qui se font pour rester entre personnes intéressées par ce sujet. Simplement, t'automatises un petit peu pour être sûr, parce que tout le monde n'est pas toujours constamment sur son LinkedIn à liker, à commenter en temps et en heure. Et du coup, pour rebondir sur ton scénario prospecting, Mhm. quelque chose que je fais récemment qui marche super bien, que je voulais partager avec Ouais, toi. ouais, Du vas-y, coup, ça m'intéresse. j'ajoute, j'ajoute donc les connexions sans note. Donc ça, je suis Ouais, certain que sans note, tu as plus d'acceptation. ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Ça a été prouvé. Alors moi, je l'ai vu, je l'ai testé maintes et maintes fois. Ça a été prouvé aussi par. Je crois que. Bah, je me demande si c'est pas Prospecting qui a fait une étude monstrueuse avec je ne sais plus combien de milliers ou de dizaines de milliers d'invitations et qui disent il y a rien à faire. Ça marche mieux quand tu n'envoies pas de notes. Alors, le truc qui marche le mieux, c'est quand tu n'envoies pas de notes et que c'est un profil féminin. Ça, c'est terrible à dire, mais c'est vraiment un truc où tu vois vraiment des écarts assez importants d'ajout. Je te parle de 10%, tu vois. Moi, je le vois encore et encore. Quand vous avez notamment vos commerciaux, etc., vos commerciales auront des plus hauts taux d'acceptation que vos commerciaux, il n'y a rien à faire. Enfin, vos marketeurs, etc. Donc, voilà, si jamais il y en a qui créent des faux comptes de commerciaux pour leurs automation LinkedIn, n'hésitez pas à créer plutôt des profils féminins. Alors moi, j'ai essayé et en fait, on se faisait draguer. Alors du coup, je suis reparti sur les mecs. Ça m'est jamais arrivé. Tout le monde est très respectueux, tout le monde répond beaucoup plus aux messages, mais la drague directe, ça m'est pas arrivé. Et du coup, je te disais, en fait, donc pas de notes. Ouais. Et il faut savoir aussi que, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est grâce au fait qu'il n'y a pas de notes que Walaxy arrive à casser la limite de LinkedIn Oui, qui a été récemment appliquée. ouais, les 15, j'ai vu qu'ils passaient effectivement par l'email, etc. Enfin, j'ai lu l'article où vous expliquaient, j'ai trouvé ça super intelligent. Mais oui, effectivement, il y a ce nouveau freinage, ce nouveau blocage. Du coup, ça permet d'augmenter le nombre de connexions, donc Ouais. d'augmenter potentiellement le nombre de personnes qui vont voir le prochain post. Mhm. J'ai remarqué également, quand tu postes, les personnes avec qui tu as discuté voient ton post en priorité. Ok, ok, intéressant ça. J'ai jamais fait gaffe. Ouais, donc ça, j'en suis sûr. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets le post et du coup, avec un Phantom Buster, parce que pour Ouais, l'instant, on ne peut pas le faire avec. Alors, avec Wallaxy, on peut contacter les personnes qui ont commenté. ouais. En fait, tu vas créer un auto-import. Mm. Et du coup, donc, Et qui ont liké acquisition. aussi, non? Pardon? Et qui ont liké aussi, non? Non, ça, tu Ah, peux le c'est faire Fantôme? qu'avec Phantom. Ok. Moi, je le fais avec Fantôme, mais je pensais que Galaxy le faisait Wallaxy, tu aussi. ne peux pas faire le like. Du coup, Ok. tu ajoutes la personne, tu mets du contenu et tu contactes la personne qui a commenté et ou liké. Et Mhm. là, ça te permet d'engager une discussion vraiment forte. Et là, moi, je peux considérer que c'est un lead show. Mm. Ouais, carrément, effectivement, c'est une bonne stratégie. Du coup, attention si vous utilisez des pods. Moi ça m'est déjà arrivé d'être contacté où un gars me dit: ah, salut, j'ai vu que tu avais liké mon truc, trop bien, machin. Et je suis en mode: bah, attention, je dis Merde. rien et tout. Je suis allé voir. Et en plus, c'était vraiment, c'était pas je sais pas ce qu'il foutait dans ce pod-là. C'était vraiment un truc qui avait rien à voir, tu vois. Et je lui ai dit: bah, alors, bah, non, en fait. Regarde, Je sais pas ce effectivement. que je fais là, mais non, non, ça me concerne pas. Et du coup, oui, donc ça faut juste faire gaffe. Mais normalement, si vous utilisez des pods dans les secteurs où il n'y a que des gens intéressés potentiellement par vos contenus, ça devrait bien marcher. Et effectivement, c'est une super stratégie que tu as d'aller ensuite leur parler à tous ceux qui ont liké et commenté pour engager la conversation et puis pour pouvoir pousser un peu tes offres.
Et pour la petite anecdote, la première fois que je t'ai contacté, en fait, c'était Wallaxy qui te contactait. C'était, bah, nous, c'est ce que tu m'as dit, hein, c'est ce que tu as dit, que c'était le scrapping intéressant des Je suis profils allé gros sur que je trouvais ça top. SalesNav, j'ai cherché des boîtes avec le mot gross, enfin des profils avec le mot gross. J'ai fait aussi un segment avec ceux qui avaient le mot art. Hmm. Toi, tu n'avais pas, je crois. Et Non, ouais, donc j'étais pas. gross et seulement des freelances ou des petites boîtes. Et puis voilà, j'ai balancé la sauce. Ah oui, Ouais, et aussi, très important, j'utilise beaucoup ce filtre dans SalesNav. C'est ouais. qui ont publié dans les L'activité. 90. Ouais, Et ouais. ça, c'est pas mal. Ça, je suis d'accord, c'est hyper important. C'est assez important de faire ça parce que c'est vrai que ça permet d'avoir les gens justement qui sont chauds, qui sont présents, qui sont là sur LinkedIn et pas les comptes un peu morts où personne n'est venu depuis 2 ans. Donc, oui, clairement, très bonne, très bonne segmentation. Et du coup, c'est pratique parce que c'est vrai que bah, typiquement dans le cas que tu viens de citer, toi, ça te permet de pas faire le travail chiant, entre guillemets, de juste envoyer les messages de découverte et tu reprends la main que quand les gens te répondent pour voir est-ce que le profil lui m'intéresse, est-ce que ça me paraît quali, est-ce que j'ai quelque chose à dire avec ce gars. Donc je trouve ça top. Et c'est ce que tu disais, c'est que ça a très bien marché. Apparemment, il y a plein d'épisodes de podcast qui arrivent. Ouais, ça a super bien marché. Et pour imager, en gros, c'est un peu comme quand on faisait du porte-à-porte, tu mets le pied dans la porte et ça te permet d'ouvrir une discussion. Et Ouais, l'automation, ça marche super bien pour ça. ouais, clairement. Écoute, Martin, pour terminer, est-ce que tu veux nous parler un peu plus dans les détails de ton aventure avec Scalesia? Je peux, ouais. Je peux. Donc, Scalesia, moi, je les connaissais depuis longtemps parce que je trouve que, voilà, on en revient à la valeur et au contenu. Je trouve que leur contenu, il est top. Moi, j'ai la Scalesia Academy, j'ai fait plein de leurs cours. Je suis leurs différents formats YouTube. Là, il y a Vacar, mais il y a l'autre dont j'oublie le nom. Bon, bref, là, ouais, Vacar Je sais qu'ils ont et la missive Scale en Scale newsletter. News. Voilà, il y a Scale News et Vacarme. Ils ont la Missive en newsletter, qui est une super newsletter aussi de curation de tout ce qui se passe un peu dans le milieu gros. Donc, je les connaissais depuis longtemps comme ça. Je crois que j'avais déjà vite fait échanger avec Benoît Dubos, le CEO, voilà, dans le cadre d'automation, etc., où il m'avait contacté une première fois, puis on avait un peu échangé. Et donc, il y a quelques mois, ils sont venus me contacter pour me parler de ce projet d'advisor qu'ils étaient en train de monter. Donc, parce que ils ont une agence et ils accompagnent des boîtes, mais déjà, ils ont tellement de demandes entrantes grâce à tous leurs posts et à leur contenu que ils n'arrivaient pas à tout gérer. Et ils se disaient, tiens, on va essayer de sélectionner quelques grosses qui pourraient venir et accompagner un peu les clients sous l'étendard Scalesia avec l'expertise et aussi le cadrage Scalesia. Tu vois, il y a tout un système, il y a des process, et des outils qu'ils utilisent en interne qui te partagent quand tu es advisor. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont vraiment un positionnement qui est, je trouve, qui est assez pertinent. Ils disent, nous, on a des clients qui rentrent, on confie un advisor, mais on sait qu'un l'advisor, c'est pas juste une petite main ou quoi, c'est un pro dans son domaine. Donc, on va aussi vachement s'adapter à l'advisor, voir ce qu'il arrange, tu vois, genre sa manière de procéder, permettre aussi de changer un peu les outils si besoin selon son fonctionnement, etc. Donc, il y a vraiment ce côté advisor first, on va dire, alors que ce qui n'était pas gagné, parce que c'est vrai que c'est quand même les clients qui les payent. Et j'ai trouvé ça super intelligent de leur part parce que tu es beaucoup plus engagé, et tu fais du meilleur boulot, on va dire, et tu choisis aussi, je pense, des gens qui sont prêts à faire du meilleur boulot quand tu as cette approche-là. Et du coup, c'est super intéressant. Ils te présentent, ils essaient aussi qu'il y ait vraiment un fit. Ils te disent pas, tiens, il y a ce client qui arrivait, prends-le. C'est plus, tiens, ce client qui arrivait, déjà, voilà ce que c'est ces problématiques. Est-ce que ça te parle? On fait un call de découverte. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse? Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un fit euh, pour l'advisor et le client aussi, évidemment, mais pour l'advisor. Et après, il y a tout cet accompagnement. Il te lance dans un accompagnement long, plutôt, où tu as régulièrement le client au téléphone sur ces problématiques. Tu peux à tout moment, si besoin, euh, en parler à Scalesia s'il y a un problème sur lequel tu bloques. Tu peux aussi appeler un autre advisor qui est expert dans un autre domaine, par exemple. Je ne sais pas si demain, ton client il te pose une question et qu'il n'est pas expert en ads, par exemple. Et tu peux dire, attends, la prochaine heure, ce sera pas avec moi, ce sera avec un autre advisor Scalesia qui est lui spécialiste en ad. Donc pour les clients, c'est top aussi parce qu'ils ont non pas un, mais ils ont toute une écurie de spécialistes qui est là pour les aider pour leurs différents problèmes, en gros. Donc l'offre est vraiment top. Aussi bien, je pense, pour le client que pour les advisors.
Et pour le moment, c'est vraiment très très bien géré par Scalesia, quoi. Ils ont maintenant, en plus, ils ont structuré tout le pôle. Moi, je suis arrivé au début quand ils étaient encore en train de le structurer. Mais là, ils ont structuré tout le pôle avec un head of advisor, etc. Tout ce qu'ils appellent le hub, qui est un outil à part entière pour discuter ensemble, une sorte de Slack propre à l'entreprise, pour discuter ensemble, pour faire part des problématiques, de l'administratif et tout. Enfin bref, tout est vraiment très, très bien carré, très, très bien fichu. Et le travail est beaucoup plus simple comme ça. Et en plus de ça, travailler sous la bannière Scalesia, c'est toujours un plaisir quand on aime ce qu'ils font. C'est toujours un peu un plaisir de se faire aussi reconnaître par Scalesia et de pouvoir dire qu'on bosse un peu avec Scalesia. C'est un peu cool. Ouais, et puis tout à l'heure, on parlait de preuve sociale. Quand je vois Scalesia en top sur ton profil LinkedIn, forcément, je me suis demandé ce que tu faisais avec Scalesia. Ça donne de la Voilà, valeur. ouais. Clairement, ça donne là aussi, ça donne de la valeur, ça donne de la crédibilité derrière en termes d'expertise métier, quoi, c'est sûr et certain. Si tu devais partir sur une île déserte avec un caleçon et un t-shirt pour faire du gross, tu pars avec quel outil? Phantom Buster. Phantom Buster peut me permettre de faire quand même beaucoup de choses. Et je pourrais faire. Alors, il y a des trucs, voilà, j'adore Prospecting par exemple, mais je sais qu'une grande partie de ce que je fais avec Prospecting, je pourrais le faire plus ou moins avec Phantom Buster. Peut-être un peu plus compliqué, mais je pourrais le faire. Et Phantom Buster me permet de faire tellement de trucs à côté que je pourrais quand même faire beaucoup de choses avec un truc comme ça. Et surtout qu'il continue, il est évolutif, cet outil, il continue à rajouter des workflows, rajouter des intégrations, etc. Donc, si je prévois de rester longtemps sur l'île déserte, je me dis que Phantom Buster, c'est sûrement un bon pari. Super, merci. Tu connais Texao? Ouais, alors j'ai failli les prendre il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ils étaient sur une vente AppSumo, Ah ouais. tu sais, où tu avais un abonnement à vie pour je sais plus combien. J'avais failli les prendre à l'époque. Ils se lançaient, ils étaient encore tout jeunes, etc. J'avais pas mal hésité. Et c'était Phantom Buster était un peu plus avancé à ce moment-là. Et je m'étais dit, bon, allez, non. J'ai vu qu'ils avaient fait du chemin depuis. Et apparemment, ils sont pas mal aussi. Mais je les ai jamais testés de moi-même, on va dire. Je suis bien dans mon Phantom Buster pour le moment. Il faudrait que j'aille tester Texao pour voir ce que ça donne. Bah, C'est ce que tu dis, toi? ils ont deux, trois fantômes, entre guillemets, que Phantom Ok. Buster n'a pas. Mais du coup, moi, j'essaye au maximum d'utiliser des choses comme Wallaxy, etc., qui mâchent le travail, puisqu'après, ça prend quand Ouais, même pas mal de temps. exactement. Ouais. Parce que sur le papier, c'est toujours bien les Zapier, les Phantom Buster, mais après, Mm. pour faire les liens entre les trucs, quand tu casses la dynamique, bah, moi, des fois, j'ai des difficultés. Ouais, alors moi j'aime bien ce côté, ça me plaisait pas mal au début, ce côté un peu mécano, tu vois, t'as les mains dans le cambouis, t'es en mode, attends, si ça arrive là sur ma sheet Google et que je veux lancer mon deuxième fantôme, comment je fais le lien, etc. Et ah ouais, mais je peux faire le lien aussi avec ce troisième fantôme, et voilà ce qui va se passer. Et du coup, j'aime bien ce côté un peu créatif, et d'ailleurs, je trouve que c'est un des trucs avec la communauté Phantom Buster qui est pas mal, où parfois des gars qui arrivent avec des choses où personne d'autre, même pas les fondateurs, y avait pensé, en disant, ah ouais, on peut chain celui-là, et puis en fait on fait ça, et boum, boum, boum et tu te retrouves avec un truc trop bien. Donc j'aime bien ce côté évolutif, j'aime bien ce côté un peu Lego, tu vois, avec plein de blocs et c'est toi qui construis ton château. Et c'est pour ça que Phantom Buster me plaît bien, quoi. Mais oui, par contre, je comprends que parfois, pour peu qu'il y ait un truc qui pète ou qu'il y ait un truc que tu es mal fait ou quoi, et d'un coup, tu te rends compte 2 jours plus tard que le truc il tourne plus ou qu'il tourne mal, et alors là, oh là, il faut que je refasse tout le truc pour comprendre où ça a pété. Ça peut être très très chiant aussi. Je peux comprendre. Bah, écoute, Martin, merci beaucoup pour ton temps. J'ai passé vraiment un super moment. Avec plaisir, Jean-Bernard, c'était très cool. Merci pour les questions. On sent qu'on parle à un vrai gros, tu vois, c'était vraiment un bel échange de métier très précis. Et C'est avec gentil. grand plaisir. Avec grand plaisir. Et tu me disais au début que tu disais, j'espère que je vais gérer, maintenant que lui, il a l'habitude des podcasts, à gérer sans problème. Ah, c'est gentil, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas particulièrement. S'il y a des questions, c'est des trucs qui sont pas clairs ou des trucs que vous voulez que je creuse, n'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn. C'est là où je suis le plus actif. Et si vous avez des questions, si vous posez des questions sur le leadership et le management, n'hésitez pas à aller écouter Chef de bande. Ce sera toujours, peut-être qu'on pourra répondre à une ou deux questions. Merci Avec grand plaisir. beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à
tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le growth. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le growth, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews growth.